Bon, on en avait un peu marre de ma cuisine, donc on a changé de cuisine. On s'est invité dans la cuisine de François Delporte, qui est maraîcher à Piquigny, donc à côté d'Amiens. Pourquoi on vient ici? Parce que c'est dans la suite de l'histoire du Lubrizol de Rouen. Le nuage, il s'est pas arrêté à la frontière de la Normandie. Il est passé par-dessus la Picardie, par-dessus le Nord-Pas-de-Calais, il est allé jusqu'en Belgique. Sur le lait, l'arrêté a été levé, mais là, sur les fruits et légumes, il y a toujours interdiction de commercialisation. Comment ça se passe depuis 15 jours? Le lundi où l'arrêté est tombé, j'avais une équipe de saisonniers qui devait venir et on devait tout mettre en palox dans des grosses caisses pour tout mettre dans des frigos. L'arrêté est arrivé, donc on me dit on peut pas récolter, donc tout est gelé. Et le problème c'est que les légumes ça a un cycle, donc c'était à ce moment-là qu'il fallait les récolter. Et au-delà de ça, derrière on nous dit vous pouvez récolter, mais il faut stocker séparément. Et le problème, c'est que moi, la propriétaire du frigo, qui est un frigo commun pour plusieurs maraîchers, elle m'a clairement dit non, on ne peut pas mettre des légumes qui sont potentiellement contaminés dans les frigos, quoi. Donc, je suis bloqué complètement, c'est-à-dire que je peux pas les vendre, je peux pas les récolter, je peux juste les regarder se dégrader dans mes champs, quoi. Et donc, ça, c'est. En plus du fait qu'économiquement, il y a moins d'argent qui rentre, voire plus du tout. On se retrouve moralement à être en train de voir le travail d'une année qui est en train de pourrir sur place, quoi. Tu comprends quand même cet arrêté ou... Complètement, mais moi je suis très concerné, j'ai 2 petits garçons, voilà, j'ai des enfants, la santé c'est important, je connais des personnes qui ont des problèmes de santé, on a de la chance, on est en bonne santé, mais c'est vrai que des problèmes de pollution comme ça peut être des vrais problèmes de santé publique, quoi. Donc moi ça me fait pas, je prends pas du tout ça à la légère, quoi. Vous avez des nouvelles, vous savez si vous êtes pollué ou pas là? Non, ça fait 15 jours. La DDPP, donc la Direction départementale de protection des populations, elle est venue sur ma parcelle prélever des salades, ça fait 15 jours de ça et on n'a toujours pas de résultat. On est en France en 2019, on est un pays quand même qui est assez moderne, on a des laboratoires qui sont compétents et depuis 15 jours, on fait l'autruche avec moi, quoi. J'appelle tout le monde, la préfecture, la direction des services vétérinaires et il n'y a personne qui est capable de me répondre et de me dire si on a des résultats d'analyse, si... Non, tout le monde se renvoie la patate chaude entre guillemets et ça, c'est angoissant pour moi parce que ça rassure pas, quoi. Donc finalement, le pire, c'est pas forcément qu'on vous dise vous pouvez pas vendre. Ça, c'est à la limite, vous pourriez le comprendre. Ouais. Si jamais c'est pollué, c'est pas qu'on vous dise maintenant c'est pas pollué, allez-y, remettez-vous au travail, mais c'est de rester dans un flou où vous savez pas ce que vous allez devenir, quoi. Moi, j'en deviens sceptique, quoi. Au point où si demain on me dit non, finalement il y a rien. Je vais avoir vraiment du mal à faire confiance parce qu'on entend que les pompiers ils ont des résultats de sang, des résultats de prise de sang très mauvaises. Le beau-frère de ma cousine qui était pompier, qui était sur place là-bas, il s'est réveillé le lendemain avec des plaques partout, ses poumons qui lui brûlaient, il a un poumon qui a doublé de volume. Et puis après on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que les analyses sont en cours. Déjà tu m'as dit que tu te prends 300 € par mois normalement. Ouais, à peu près. Là comment tu vas faire pour... on va se serrer la ceinture encore plus qu'on le faisait. Et puis après, là, il me restait des chevaux. Je vais essayer de revendre des chevaux. On avait des poneys qu'on va essayer de revendre pour compléter le manque à gagner qu'on est en train de subir. C'est-à-dire que moi, les comptes privés de l'entreprise, les comptes de l'entreprise sont il n'y a plus de trésorerie, ça c'est clair. Et moi, le peu de découvert qui m'est autorisé sur mon compte privé, il me sert à pouvoir continuer à mettre du gasoil dans ma camionnette pour aller sur mes parcelles. J'en suis là, quoi. On est vraiment... Alors il y a de la famille qui nous dépanne un peu de temps en temps, on donne 20 €, 30 € pour nous aider un peu quand on a vraiment plus rien, quoi. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, quoi. Après on garde le moral, on a un toit sur la tête, on est en bonne santé, mais c'est vrai que combien de temps on va pouvoir garder le moral comme ça c'est la question, quoi. Quand tu t'es installé là sur des petites surfaces, ouais. Économiquement c'est vachement dur. Ouais. Comment tu vois une transformation de l'agriculture française qui fait que les gens qui sont en conventionnel, ils auraient plus d'envie de passer vers autre chose, peut-être pas vers du bio intégral, mais vers autre chose. Comment tu vois un glissement de l'agriculture? Moi je pense qu'il faut qu'ils soient accompagnés par l'État forcément, parce que les agriculteurs sont piégés par le système qui est en place depuis maintenant plus de 70 ans. C'est-à-dire que les agriculteurs sont devenus des pions de l'industrie phytosanitaire et des gros semenciers qui en fait viennent dans les fermes et leur disent je vais te faire ton programme phytosanitaire, tu vas mettre ça, et puis on se voit à la fin de l'année, puis tu me payes à la fin de l'année, puis on fait comme ça. Donc les gars ils
ils sont devenus un peu bourrins dans le sens où ils ne font que appliquer ce qu'on leur vend et ils sont plus ils ont perdu le rapport à la terre direct. C'est des gros tracteurs, c'est des gros pulvés, et puis il faut envoyer de l'azote, il faut envoyer des engrais, et puis on va traiter, et puis on gère de la pathologie végétale, on fait plus de la belle agriculture, quoi. Et il va falloir accompagner. Ton père était en conventionnel. Ouais, mais il a arrêté, pareil, il en avait marre de passer du pulvé dans les champs. Et il a arrêté à cause de ça, quoi. Et moi, je comprends tout à fait les gars qui veulent pas passer en bio parce qu'ils vont avoir peur de perdre en rendement, parce que c'est plus dur. Et pour modifier ça, on peut pas le faire seulement avec la bonne volonté des producteurs. Et toi, tu as eu le sentiment que l'État est accompagné quand ton père est en conventionnel, toi tu passes en bio? Il y a un système d'aide qui est en place. Il y a des aides de la région qu'on appelle des aides à la diversification. Qui m'ont aidé un peu à m'installer. Mais après, concrètement, sur l'agriculture bio, non, il n'y a rien. Et moi, ce que je vois, c'est que ce qu'on encourage surtout, c'est les grosses fermes à continuer à prospérer. Et comment ça passe? Ça passe par l'arrêt des petites fermes qui se font racheter par les grosses fermes. Et on a des cultivateurs, enfin, c'est même plus des cultivateurs, c'est même plus des agriculteurs. On a des gérants de grosses fermes qui mettent jamais les fesses dans un tracteur et qui font que exploiter des grosses fermes de 400, 500 hectares, quoi. Enfin, faut aller dans le Santerre et comprendre la taille moyenne des exploitations dans le Santerre à l'est d'Amiens, là. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est des exploitations qui font 4, 5, 600, 800 hectares. J'ai amené un bouquin, c'est le dernier bouquin que j'ai lu et qui m'a un peu bien stimulé. Donc c'est un bouquin d'une historienne qui s'appelle Florence Gauthier, c'est un vieux bouquin paru dans les années 70, c'est La voie paysanne dans la Révolution française, l'exemple Picard. Pendant la Révolution française, parler de loi agraire était interdit, parce qu'en fait ce qu'il faudrait aujourd'hui c'est une loi agraire. Il faudrait une loi agraire pour la répartition du foncier, pour permettre à ceux qui veulent s'installer de s'installer davantage, plutôt que d'aller vers un grossissement. Donc c'est conserver la terre pour qu'elle ne soit pas bétonnée et la répartir. Il faudrait une loi agraire. Et pendant la Révolution française, parler de loi agraire était interdit. C'était interdit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient tellement que c'était un désir profond des paysans que c'était quelque chose qui risquait de faire exploser complètement le système à l'encontre des aristocrates. Et voilà. Donc c'était tellement un désir égalitaire profond qu'il y avait une interdiction de parler de loi agraire. On a eu dans notre coin Gracchus Babeuf. Ça te dit quelque chose ou pas? Non. Non. Alors, Gracchus Babeuf, c'est l'un des grands révolutionnaires. Et Jaurès dit lui que c'est le premier émancipateur du prolétariat. En fait, il était feudiste. Feudiste, c'est quoi? Son métier, c'était de regarder. Il était un mec du droit, un genre de juriste, quoi. Et les seigneurs le commandaient et il lui disait voilà, je voudrais récupérer telle parcelle qui est aujourd'hui dans les biens communs, mais où tout le monde va mettre ses vaches dessus ou va récupérer les herbes, tout ça, mais je voudrais que ça soit à moi. Donc je vais te demander d'aller retrouver dans les papiers un truc qui peut prouver que c'est à moi. Et en fait, donc il avait accès aux papiers des seigneurs, et en regardant les papiers des seigneurs, mais il disait, mais il voyait qu'au fond, au départ, sur chaque terre que le seigneur il y avait une usurpation d'une terre commune. Et donc il s'est dit, mais tout ça c'était des biens communs, et quand on regarde l'histoire, en fait, tout a été une spoliation. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu, c'était le premier communiste en un sens, dans la Révolution française, et il a dit, bon voilà, il faut une répartition égalitaire des terres, et il a fait un manifeste, le manifeste des égaux. Ce qui se passe en ce moment, actuellement en Picardie, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle la SAFER qui gère les terres en fait. Et pour la blague, en fait, on dit souvent qu'un jeune agriculteur, s'il veut pouvoir prospérer, il est bon qu'il connaisse par exemple la fille ou le fils du président de la SAFER. C'est bien d'avoir ces relations là-bas, parce que ça aide à avoir des terres de manière un peu... voilà, mais on sait qu'en Picardie, on est la seule région en France, alors ça c'est quand même incroyable, c'est qu'on est la seule région en France, un peu dans le Pas-de-Calais quand même, où il y a ce qu'on appelle des dessous de table. Et ça, c'est tout à fait normal et logique. Enfin, je veux dire, ça s'écrit même dans les cessions de terre. Alors, on parle de fumure, on parle de rachat de matériel. Mais en fait, c'est un dessous de table qui est passé pour avoir le droit de reprendre les terres. Et même pas forcément de les acheter, juste de les louer. Ça peut aller jusqu'à 8 000 € de l'hectare de dessous de table, comme ça. Et ça existe en donc, il y a un vieux tracteur qui est pourri, mais il est surévalué dans les trucs pour pouvoir passer du pognon en plus. Là, tu vois, par exemple, je suis page 70 du bouquin et je suis à Piquigny. Ça m'intéresse, moi, de me retrouver dans les bouquins à Piquigny. Et on nous parle, une description des biens communaux de Piquigny indique que tous les prés naturels appartenaient au seigneur, le duc de Chaulnes. Un des 3 prés accaparés portait le nom de pré des Malaquis.
Parce que voilà, les paysans, ils avaient gardé en mémoire que ce pré, il leur appartenait et qu'il avait été quelque part volé donc par le seigneur du coin. Donc quand on fait la course du château, peut-être que je fais la course du château du seigneur qui piquait les biens mal acquis. Ce qu'on voit dans le bouquin, c'est que la lutte des classes, elle s'étudie de manière assez fine. En fait, il va y avoir toute une histoire donc, de vol de petites parcelles par les seigneurs, et ça va être encouragé par l'État, par le roi Louis XVI au XVIIIe siècle, parce que les physiocrates en Angleterre, ils ont mis en place un système où les propriétaires terriens, les grands seigneurs, les grands aristocrates, ils ont des grandes terres, et ce sont eux qui développent l'agriculture, ce sont eux qui développent le capitalisme. Et c'est comme ça qu'il y a un essor du pays en Angleterre. Et la France, ça se dit, bon sang, on est en retard. C'est un truc qu'on entend, hein, quand même, t'entends, on est en retard sur l'Angleterre, on est en retard sur les États-Unis. Et donc là, Louis XVI et ses ministres, et surtout les ministres, ils disent, bon, il faut qu'on rattrape notre retard. C'est les physiocrates. Et ils disent, bah, faut faire comme en Angleterre, il faut donner des grandes terres aux seigneurs. Donc, tout ce qui est possible de récupérer aux paysans, ils vont essayer de le donner aux seigneurs. Alors là, oui, ils se plantent sur deux volets. C'est pour ça que faire des copier-coller des situations anglaises ou américaines, pour hier comme pour aujourd'hui, ça marche pas toujours, parce que la sociologie n'est pas la même. C'est que d'abord, les seigneurs en France sont une véritable classe parasite. Ce ne sont pas des gens qui mettent en valeur leurs terres, ils vont exploiter juste le bois, ou ils vont faire de la chasse dessus, ou ils vont faire de la petite location, mais il n'y a pas une vraie... ne sont pas une classe entrepreneuriale. Donc du coup, on leur donne des terres, mais qui au fond ne sont pas fécondées, et ne participent pas au développement du capitalisme agricole. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le roi et ses ministres n'avaient pas mesuré la résistance de la paysannerie, qui va se souder contre ça. Alors qu'en vérité, il y a des intérêts contradictoires au sein même de la paysannerie. Le développement du capitalisme agricole, et c'est montré dans le livre, et à ce moment-là, la France est essentiellement un pays agricole, ça repose sur la paysannerie aisée. Non pas sur les seigneurs, mais sur la paysannerie aisée, qui sont le véritable moteur de l'agriculture, qui innovent, qui recherchent les techniques, qui regardent ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent racheter une petite terre pour se développer. Et en revanche, le moteur de la révolution, ça va être la paysannerie pauvre. Ça va même pas être les prolétaires des campagnes qui sont déjà exclus des terres et qui n'ont plus l'espoir d'en avoir quelque part, mais ça va être la paysannerie pauvre qui craint de se faire sortir du système et qui a besoin d'avoir donc quelques hectares ou quelques arts supplémentaires. On parlait de Gracchus Babeuf avec l'usurpation, ça me rappelle aussi des centaines de pages de Jean Jaurès dans l'histoire de la Révolution française qui parle de la répartition quand il y a les biens du clergé sont pris, ils deviennent des biens nationaux et ils sont répartis, en fait ils sont vendus, Jaurès analyse très finement à qui vont les biens. Et il voit que ça va aux paysans aisés, ça va à une bourgeoisie des villes éventuellement qui investit un peu à la campagne et tout ça. Et il dit que c'est un élément vachement important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ces gens-là ont acheté une terre et que c'est la révolution qui leur a apporté la terre, ils vont être solidaires de la révolution. Ça veut dire que quand même, bien même elle va être en guerre avec le reste, qu'il va y avoir des conflits internes et tout ça, ils vont rester accrochés à la révolution et à ses acquis, parce que pour eux c'est un acquis très concret, c'est la terre. Et si jamais la révolution, les aristocrates y reviennent, la royauté elle revient, la féodalité elle revient, ils risquent de perdre cette terre. Donc l'attachement à la terre produit un attachement au mouvement révolutionnaire. Bon, voilà. Oui, mais la révolution et les mouvements historiques, les mouvements de classe se font parce que je vois Brigitte qui fait ouais, bon, bah, c'est pas une bonne raison quand même d'être attaché à la révolution juste pour être attaché à son lopin de terre. Eh ben si, c'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que j'aime bien ces bouquins-là. Tu sais, j'ai adoré par exemple les histoires de la jacquerie qui sont pour moi des très grands moments au XIVe siècle. La Picardie et la grande jacquerie, c'est la Picardie, d'accord? Et donc le bassin crayois notamment, mais c'est le Picardie que se révoltent les paysans qui vont mettre le feu au château. Mets-toi dessus. Voilà, mets-toi dessus. Tu sais, on avait un slogan, c'était paix au hameau, feu au château. J'aime bien ça parce que quelque part, je sais pas, toi, tu connais ta généalogie jusque quand? Mon arrière-grand-père, oui, si, à peu près. Ouais. Bon, bah peut-être dans ces eaux-là. Tu vois, mon père, je sais qu'il a fait quelques recherches et tout ça, mais enfin, ça va pas très loin, et puis il y a rien de glorieux, enfin, tu vois. Non. Bon, c'est comme ça, non, mais il y a des petites histoires de famille, mais bon,
Et quelque part, je pense que quand je lis des livres comme ça, quand je lis la Jacquerie, c'est de manière complètement mythologique, mais ce sont mes ancêtres. Tu vois, et il y a une espèce de généalogie par l'histoire. Bon voilà, donc quelque part, je me dis, bon, on parle des miens, on parle de moi quand je dis ça, tu vois. Pas seulement de Piquigny, Saint-Sauveur, mais... Bon, on a fait la page culture, donc maintenant la page sport. C'est comme journal télévisé. Très bien. Pourquoi la page sport? Parce que dimanche matin... Dimanche matin. T'as pas la télé, toi, si ça se trouve. Non. Je savais que je viens pas chez un mec normal. Ah non. Dimanche matin, il y a France-Pays de Galles. Ah oui. Si, quand même. C'est vrai que moi, j'ai du mal à rater les compétitions sportives. Non, mais on est d'accord. Chacun son vice, hein, tu vois. On a tous des vices. Et si tu veux, là... je vois le développement du capitalisme et peut-être qu'il devient tellement grotesque que ça va finir par exploser. Je le vois dans le sport. Là, de manière symptomatique. On a eu les mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés au Qatar. Devant, t'as pas regardé? J'ai de loin. Le 100 mètres, qui est normalement l'épreuve phare, 100 mètres hommes. Bon, devant des tribunes vides, des immenses drapeaux qui sont déployés, mais pour couvrir du vide dans le stade. Les ouvriers du coin, on a été les ramasser, ça se voit, on a été les ramasser pour les mettre dans les tribunes, à secouer quelques petits fagnons pour faire comme s'il y avait des supporters, parce qu'on a été créer les mondiaux de l'athlétisme à un endroit où il n'y a personne qui veut les voir. Et alors avec des scènes complètement aberrantes, c'est qu'évidemment le stade est climatisé, tu vois, et à côté les gars ils s'entraînent dans un gymnase. Bon, mais entre eux, il doit y avoir 300 mètres entre le gymnase et le stade. Mais comme il fait tellement chaud dehors au Qatar, ils sont obligés de mettre des manteaux avec des poches de glace et puis tout ça pour traverser les 300 mètres, sinon ça leur fait un choc thermique. Tu vois? Bon, donc là, ça dit quelque chose quand le sport va s'installer à l'endroit où se trouve non pas le public, mais où se trouve le capital, parce que le Qatar c'est le pétrole, c'est le capital. Et là, on va voir ensuite la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Qatar. Et là, le fait que le rugby se déroule pas sur une terre traditionnelle de rugby, mais se déroule au Japon, qui se mettent à y jouer, mais enfin c'est quand même un marqueur. Pourquoi on va au Japon? Parce qu'on se dit qu'on va pouvoir développer un nouveau marché. Le marché du rugby va aller conquérir le Japon, où il y a du pognon, et donc on va s'installer là-bas, quand bien même les matchs ne sont pas joués, parce qu'il y a des typhons et ainsi de suite. Bon après, je voudrais venir à un autre moment, mais sur ce qu'il y a de capitalisme dans l'équipe de France de rugby. C'est-à-dire qu'elle est méprisée, parce qu'aujourd'hui le pognon il est dans les clubs, et donc le championnat de France continue à se dérouler en même temps que la Coupe du Monde de rugby. C'est quand même complètement une aberration. Parce qu'aujourd'hui, le pognon, il est dans les clubs. Ce qui fait que si l'équipe de France, elle échoue face au Pays de Galles dimanche, ça sera dû à la structure du capitalisme rugbystique français. Et pas seulement à un mauvais entraîneur, à un mauvais joueur. Dernier moment où je vois le capital et le sport. On est allé ensemble voir Amiens-OM au stade de la Licorne. Hein. Amiens a gagné 3-1, un match superbe. J'y étais avec mes gamins, avec toi, Brigitte. T'étais aussi là? Non, t'étais pas là. Bon, le but, il se déroule au loin de l'autre côté. Le premier, soi-disant que ça a passé la ligne, le but, bon, on l'avait pas vu de loin. Si ça avait passé, pas passé, on savait pas si c'était passé. Je rentre chez moi, je veux voir le but. Sur Internet, la télé, tout ça. Impossible. Et en fait, quand tu tapes Amiens-OM, t'as des tas de personnes qui font des commentaires, mais devant des terrains vides ou avec des photos derrière. Pourquoi? Parce que les images, elles sont la propriété d'une chaîne privée, et donc ils les vendent pas, et donc t'as plus de résumé de match, tu vois, et tu peux plus aller voir. Alors ça paraît con, mais moi, ces moments-là, ou bien les moments où l'équipe de France joue et je peux pas voir le match, ou bien un grand club joue et je peux pas voir le match parce qu'il va se trouver sur beIN Sport, machin... c'est les moments où je sens concrètement que le capital me vole quelque chose. Je sais que la plupart des gens qui sont derrière l'écran, là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais le sport est pour moi une joie. C'est pour moi un plaisir. J'ai le plaisir d'en faire moi-même. Mais oui, regarder du sport, c'est un moment où je pense à autre chose. Et puis quand c'est l'équipe de France, en plus, ou une équipe française, j'ai ce côté, ouais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Bon, un peu drapeau tricolore, quoi. Et si je peux pas voir ça... c'est un moment, concrètement, je dis, le capital me vole. Parce que j'ai pas envie de m'abonner à beIN Sport non plus, quoi. Putain, je vais devoir m'abonner à une chaîne qatari pour regarder les clubs français, bordel de Dieu. Bon, voilà. Donc depuis Piquigny, nous saluons le Qatar et le Japon.